Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Musée de la Main Unichuv pour cette double conférence, ces deux conférences qu'on a le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir. C'est à la fois aussi les dernières conférences d'un cycle, un long cycle consacré à l'intelligence artificielle, où on a déjà abordé beaucoup de thématiques. On s'est intéressé sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle, sur est-ce que vraiment on pouvait appeler ça de l'intelligence, et est-ce que c'était vraiment si artificiel que ça. On s'est aussi intéressé au mode de fonctionnement de cette intelligence artificielle, ces domaines dans lesquels elle était déjà à l'œuvre, les questions que ça posait en termes de créativité, d'éthique, dans le domaine aussi de la santé, dans énormément de domaines de l'activité humaine. On se rend compte que de plus en plus on parle de l'intelligence artificielle et elle nous pose un certain nombre de questions. On a abordé aussi des aspects un peu éthiques et des aspects juridiques, mais il nous semblait important que pour terminer ce cycle de conférences, on puisse aussi un peu, j'allais dire, changer d'échelle pour essayer de considérer aussi le phénomène avec une vision un peu plus générale, notamment en nous posant des questions qui ont été un peu un fil rouge de toutes ces conférences, de se demander à la fois si ces dispositifs nous permettaient, à l'évidence, de faire des choses plus intéressantes, permettaient de faire de la recherche, de découvrir des choses, mais est-ce qu'elles nous donnaient plus de pouvoir ou est-ce qu'elles nous ont privés? Est-ce qu'on était un peu les instruments de cette intelligence artificielle? Comment les rapports de pouvoir, justement, allaient se renégocier dans le déploiement de ces technologies? Comment aussi, que ce soit dans la conception de ces systèmes, dans le design, dans la mise en œuvre, dans leur aussi financement, dans les domaines d'application, dans la manière d'utiliser les résultats, comment est-ce qu'on arrive à peut-être utiliser cela pour un levier pour un certain nombre d'objectifs qui devraient être socialement positifs, ou est-ce qu'on est dans des logiques de reproduction d'inégalités, de rapports de pouvoir, reproduction de formes d'exploitation? Et donc c'est ces questions ouvertes qui nous semblent très importantes de considérer, et on voit bien qu'au-delà des enjeux technologiques, c'est vraiment des enjeux de société. Et c'est pour ça que nous avons deux intervenantes ce soir qui vont nous éclairer là-dessus notamment. Et alors je vais d'abord présenter le premier intervenant que nous avons la chance d'accueillir. Comment ça va se passer? C'est qu'on va peut-être prendre, après la première présentation, un tout petit moment pour répondre à quelques questions, mais on va regarder la discussion collective au terme de la deuxième conférence. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir au Musée de la Main Unichuv Daniel Gatica-Pérez, qui est professeur à l'IDIAP, qui est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle qui préexistait, on va dire, à tous les phénomènes de mode autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est un centre d'excellence et de compétences sur la thématique qui est basé à Martigny, mais qui est aussi très connecté avec les hautes écoles de la Suisse, et il dirige le groupe Social Computing Group, c'est-à-dire à l'IDEA précisément, où il contribue depuis 2002 à réfléchir les rapports que peuvent avoir intelligence artificielle et société. Il est aussi professeur à l'école d'ingénierie et de micro-ingénierie à l'EPFL, où il enseigne, ainsi qu'au Collège des Humanités, où il est le directeur du master. Au travers de toutes ces activités, alors que je ne vais pas pouvoir énumérer, parce qu'il est auteur de très nombreux articles sur ces questions, il a reçu aussi plusieurs prix traitant de cette question, du rapport entre technologie et données que nous produisons en utilisant ces technologies, et comment on peut justement essayer de mieux cerner ces enjeux en ayant peut-être des manières originales de penser ces traces numériques pour mieux comprendre la société et de faire des liens constants entre technologie et fonctionnement de la technologie, la manière dont la technologie se déploie dans la société, mais aussi les phénomènes sociaux qui la soutiennent ou qui en sont les conséquences. Donc cette réflexion qui intègre modèle technique, mais aussi pensée sur les processus sociaux, nous paraissait particulièrement intéressant pour aborder des questions éthiques, mais aussi des questions peut-être qui se posent à d'autres échelles que simplement celle du laboratoire. Et c'est pour ça que l'intervention qu'il nous propose ce soir est intitulée « IA plus équitable, pour qui et pourquoi ?»
qui soulève un ensemble de questions. Et pour cela, je me réjouis de l'entendre et je lui donne tout de suite la parole en le remerciant encore d'intervenir ce soir, mais aussi pour la contribution qu'il a apportée lors de la mise en place aussi de cette exposition, car à travers de son groupe de recherche comme d'autres groupes de recherche de l'IA, on a eu des échanges très fertiles qui nous ont permis aussi d'imaginer cette exposition. Donc merci et bienvenue. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous pouvez voir, le titre de la présentation a de questions. On verra si on peut trouver de réponses. Donc, en Suisse, on sait que les choses sont vraies, sont réalité, s'ils sont dans le micro-magazine. Donc, voilà, l'intelligence artificielle est réelle. Parce que ça, c'est l'addition du micro-magazine. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est là. Mais ce n'est pas juste dans les journaux, c'est ici dans la réalité. Donc, l'intelligence artificielle ou l'idée de l'intelligence artificielle est un peu partout, dans les caméras de surveillance que vous voyez jusqu'ici au métro, dans votre téléphone portable, toutes les applications, dans le drone que vos enfants, petits enfants jouent avec, peut-être en futur, avec le gaming, donc c'est un peu partout. Et la question que je me pose grâce à l'invitation pour donner cette présentation, c'est est-ce qu'il y a une relation entre tout ça et l'équité? C'est qu'on dit, c'est quelque chose qui est équitable. Donc juste pour moi, parce que je ne parle pas français comme langue native, j'ai visité le dictionnaire pour voir qu'est-ce que c'est équitable. Donc il y a une première définition qui dit qui agit selon l'équité juste et impartielle. Il y a une deuxième définition qui dit conforme à l'équité et à la justice. Et finalement, c'est dit d'un produit issu du commerce équitable. Et j'espère que vous verrez dans cette présentation que les trois définitions font beaucoup de sens dans le contexte de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce contexte de recherche, des entreprises, de beaucoup de bases sur les médias, peut-être vous avez écouté ou lu des expressions comme ça. La IA responsable, la IA équitable, la IA fiable, la IA interprétable. Donc, chaque de ces descriptions de petits adjectifs qui viennent côté de la IA, ils sont vraiment de domaines de recherche actifs par certains, même milliers de chercheurs autour du monde. Donc, tout va bien, on dirait. Mais je pense qu'il y a, d'une certaine manière, une acceptation implicite ou pas qu'on avait fait avant tout ça. Donc, on avait fait des IA irresponsables, on avait fait des IA inéquitables, on avait fait des IA non fiables et ininterprétables. Donc, ça, pour moi, comme ingénieur, ça c'est le type de choses que je dois faire face pour comprendre si je peux ajouter quelque chose de positif ou si je dois fermer mon ordinateur et prendre la retraite. Donc, la discussion aujourd'hui, j'aimerais la centraliser sur deux aspects de l'intelligence artificielle qui est pas mal représenté dans cette diapositive. D'un côté, il y a la technologie, mais de l'autre côté, il y a ce que j'appelle l'écosystème. Donc, il y avait la technologie IA et il y a l'écosystème IA. Et j'aimerais vous proposer de visiter les deux aspects de cette diapositive de manière séparée, même s'ils sont tous liés, mais juste pour analyser, pour décomposer un peu cette thématique. Donc, on peut commencer par nous poser la question, est-ce que la technologie IA, est-ce que c'est équitable par rapport à la définition qu'on voit, on a lu au dictionnaire? Donc, pour répondre à cette question, pour contextualiser un peu la discussion, j'aimerais citer un collègue qui travaillait avant pour Microsoft Research et qui a décidé de quitter tout ça et changer un peu son trajectoire. Il dit que le principal effet de la technologie est d'amplifier les forces humaines. Et ça, c'est vrai pour toutes les technologies. Pour votre téléphone, votre clé, pour cette verre, pour boire de l'eau. Tout c'est une technologie qui amplifie les forces humaines. Et la question par rapport à l'intelligence artificielle pour moi, c'est de questionner quelles sont les forces humaines qu'on aimerait amplifier avec tout ça. Donc, c'est pour moi la première personne qui pose cette question.
il y a des collègues qui sont occupés toute sa carrière pour penser comment est-ce qu'il faut faire du design qui sont basés sur les valeurs humaines. Et ici, c'est une liste d'une liste potentielle de valeurs que le professeur Batia Friedman a proposé il y a quelques années. Des valeurs humaines qui sont souvent impliquées sur la création, la conception des systèmes informaticiens. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses bonnes pour nous. Le bien-être humain, la propriété, la confidentialité, la confiance, la responsabilité, la calme, etc. Donc, jusqu'ici, tout va bien. On dirait que si on commence avec ces valeurs, c'est difficile d'arriver aux technologies qui ne marchent pas pour nous. Mais on sait aussi que souvent, on ne commence pas par là. On ne commence pas par notre direction. Donc, je voudrais vous donner un exemple de comment est-ce que ce type de valeurs sont institutionnalisées, on dirait, dans la technologie. Spécialement l'absence de biais, c'est-à-dire équitable. Aussi l'utilisation universelle, c'est-à-dire pour tout le monde. Et l'autonomie, c'est-à-dire que le monde reste en charge. Mais même si ce sont des valeurs humaines, des valeurs importantes pour nous, ils sont aussi des fonctionnalités qu'on pourrait imaginer à implémenter sur une technologie, sur un algorithme. Ici, la question d'autonomie est un peu différente parce que c'est l'idée de donner autonomie aux machines, ce n'est pas de donner autonomie à nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ce type de valeur dans un contexte spécifique? Je vais utiliser un exemple de l'intelligence artificielle comme elle s'utilise dans les villes. Smart cities, où il y a beaucoup de villes intelligentes, beaucoup de buzzwords comme ça. Donc, normalement, tous ces systèmes sont basés sur de grandes bases de données qui sont collectées par les grandes villes, typiquement les villes américaines, ou les villes européennes, ou les villes chinoises. Et presque toute la recherche qui a été publiée sur ce domaine utilise des données qui viennent des États-Unis ou d'Europe. Il y a aussi le côté chinois, mais il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de privacité et de droits humains. Donc, si on pense que l'intelligence artificielle urbaine, c'est vraiment l'intelligence artificielle sur toutes les villes du monde, il faut penser sur toutes les villes du monde. Pas juste sur Paris, Londres, ou Madrid, ou des autres. Parce que si on voit les statistiques, c'est juste 5 de 25 plus grandes villes du monde qui sont dans les pays riches. Japon, Corée du Sud, aux États-Unis, et voilà. Et le reste, c'est-à-dire 80% des 25 villes les plus grandes du monde, ils sont du pays du Sud. Donc, il y a des questions intéressantes qui suivent à ça, notamment, est-ce qu'on a vraiment de données de villes du reste du monde? Est-ce qu'on a suffisamment de données pour entraîner des machines? Ici, non. Pourquoi? Ici, oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir des données, je ne sais pas, en pays en Afrique pour faire des analyses en Suisse? Donc, toute cette question, encore, c'est une question de comment est-ce qu'on travaille sur la définition du territoire de la recherche. Donc, je vous donne un exemple sur un travail qu'on avait fait à Kenya, la ville de Nairobi. Comme vous pouvez voir, c'est une ville vivante, avec 6 millions de personnes qui vivent dans la région métropolitaine, et qui a une communauté très forte qui s'engage dans Twitter pour essentiellement partager la situation de trafic sur la ville. Donc, c'est un canal Twitter qui fait de report de trafic en temps réel. Vraiment par les citoyens. Donc, avec un doctorant, on a collecté les données de Twitter, de cette partie spécifique canal de Twitter, et on avait fait des analyses de texte, de tweets, et aussi des analyses des images qui sont partagées sur Twitter. Et après ça, on avait fait une petite statistique de qu'est-ce que les images de Nairobi en Twitter nous disent sur la ville, spécifiquement sur le trafic, le type de véhicules, des véhicules qui sont dans la ville à Nairobi. Donc là, je montre un petit histogramme de la distribution de le type de voiture
ou des choses qui sont plus souvent reconnaître par la machine dans Nairobi. Je m'excuse que la distribution en anglais, mais il dit qu'il a un minivan, un taxi, un truck, limousine, tout ça. Donc, quand on commençait à voir le type de véhicules qui étaient là, et on a noté qu'il y avait deux types de véhicules qui étaient vraiment étranges, d'imaginer qu'ils sont en Nairobi. Le premier, c'est des limousines, et le deuxième, c'est de voitures pour faire du racing. Donc, on pourrait imaginer pourquoi est-ce que ça passe. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on voit les images, on a les images avec nous, donc on va et on observe qu'est-ce qui se passe. Et la situation est vraiment un peu banale, mais en même temps, c'est très illustratif de qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est une image d'un tweet que j'ai trouvé hier sur le canon qui s'appelle Matthew Route et qui montre une scène de trafic quotidienne à Nairobi. Donc, on voit le trafic, on voit le type de chemin, on voit des situations que peut-être on n'imagine pas en Suisse. Les bouchons, ce n'est pas comme ça. Mais on pourrait imaginer pourquoi est-ce que la machine hallucine des voitures pour faire du racing. Parce que ça nous donne l'idée aussi d'un rallye. Un rallye un peu sur le terrain plus difficile. Et si on a 5 minutes, qu'il n'y en a pas, on pourrait voir beaucoup d'exemples en temps réel qui montrent des accidents de voitures, des voitures qui sont de mauvais côté, des voitures qui doivent être, le pneumatique doit être changé. Donc, finalement, la machine hallucine des choses qui, visuellement, ne sont pas très loin de ce qu'on imagine à niveau de voiture pour faire du racing. Donc, ça c'est une anecdote, mais le problème est vraiment beaucoup plus généralisé. Il y a déjà 5 ans, les chercheurs ils ont posé une question vraiment simple. Dans le contexte de la recherche, on utilise de très grandes bases de données des images pour entraîner les machines à reconnaître des objets, des choses comme ça. Et les chercheurs, la question que les chercheurs ont posée, c'est mais ces images, il y a d'où? Donc, une partie des images, on parle de millions d'images, avec la position GPS dans les métadatas d'images. Et avec ça, ils pourraient trouver le pays d'origine de chaque image, une partie de toute la base de données. Et ça vous montre la distribution par pays, avec les codes de pays officiels. Donc, de ce côté, on a les États-Unis avec 45%, le Royaume-Uni avec 7%. De l'autre côté, on a Italie, Australie, Espagne, Argentine, Irlande, des choses comme ça. Donc, si on juste trouve les 2 pays les plus importants dans la base de données, on dirait qu'on habite, l'intelligence artificielle habite dans un monde anglo-saxon. Un monde qui est visuellement représenté par les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, c'est la moitié des images. La question qu'on se pose est-ce que ça pose des problèmes? Et on dirait que ça dépend. Ça dépend si vous êtes intéressé à utiliser ce type de système, par exemple à Nairobi. Là, ça pose des problèmes. Peut-être à Paris, pas beaucoup de problèmes, mais peut-être il y aurait des choses qui sont mal représentées. Donc, des autres chercheurs ont exploré cette question de manière beaucoup plus systématique. Ils ont posé la question de, mais si on entraîne la machine avec des images comme ça, et après on essaie de reconnaître les objets de la vie quotidienne dans des autres pays, est-ce que les performances c'est le même ou c'est pire? Donc, comme vous voulez, tous ces types de questions sont des questions très faciles à énoncer, mais c'est très important à poser. Donc, dans cette diapositive, je montre 2 exemples d'une base de données qui a été collectée il y a pas mal de temps, qui montrent comment est-ce que les épices sont visuellement dans 2 pays vraiment différents. Au top, vous voyez les épices d'une cuisine en Philippines, et l'autre image, c'est les épices aux États-Unis. Jusqu'au côté, il montre aussi le niveau de revenus de chaque pays.
Donc, Philippines, c'est plus ou moins 200 dollars par mois, et aux États-Unis, c'est plus ou moins 4 000 dollars par mois. Donc, les chercheurs, avec une base de données qui était collectée dans beaucoup de pays, ils ont organisé l'analyse par rapport à le niveau de revenus. Donc, dans la figure là, vous voyez 55 dollars par mois, 97 dollars par mois, etc., jusqu'à 10 000 dollars par mois. Donc, une manière de classifier le pays par rapport à son niveau de revenu. Et l'image que vous avez, la figure que vous voyez en bleu, c'est la performance que les systèmes d'intelligence artificielle commerciale, les performances qu'ils sont capables d'obtenir pour chaque pays, pour chaque région par rapport à un niveau de revenu. Donc, la question là est très simple. Le système commercial marche beaucoup mieux avec les images des pays riches. Et il marche beaucoup moins bien avec les images qui viennent des pays moins riches. Donc ça c'est important à savoir, parce que c'est une manière de quantifier s'il y a une égalité ou pas à niveau de performance de la machine. Donc, une fois que toute cette information est visible, les chercheurs commencent à reposer des questions intéressantes. Facebook lui-même a commencé un projet pour essayer à combattre ce type de problème. Le problème il y a certaines régions du monde où l'intelligence artificielle ne marche pas très bien. Et juste comme un exemple de ce qui se passe aujourd'hui, et aussi un peu pour donner l'échelle de travail, l'échelle de pouvoir computationnel que ce type d'algorithme utilise. En bref, Facebook, ils sont aussi le propriétaire d'Instagram, donc ils ont accès à toutes les images d'Instagram. Ils ont utilisé 1 milliard d'images d'Instagram avec la photo et les hashtags, et avec ça, ils ont entraîné une énorme machine. Une machine qu'il faut attendre plusieurs semaines, même dans l'infrastructure de Facebook, pour arriver à un système entraîné. Et le système a 10 milliards de paramètres qui, si vous travaillez dans ce domaine, vous pensez que c'est un modèle très large, mais si vous ne travaillez pas sur ce domaine, c'est un modèle énorme, vraiment énorme, monstre. Et le chercheur de Facebook arrive à montrer qu'avec ce type de système qui est énorme, mais qui est aussi divers, c'est-à-dire qu'il y a des images Instagram un peu partout le monde, il arrive à améliorer la performance de reconnaissance visuelle des choses, aussi dans les régions qui sont typiquement mal représentées. Et donc, ces chiffres que vous voyez là, 12% en Europe, 22% en Afrique, et comme ça donne le niveau d'amélioration par rapport à un système intérieur si on utilise ça. Donc, ça va dans la bonne direction, except que, juste avec l'exception de Google, Facebook et Amazon, nous, on n'a pas l'infrastructure pour utiliser ce type de système. Donc, par rapport à la réalité, ça se porte ou pas à la réalité. Donc, tout ce type de problématique est bien connu. Il y a des livres, il y a même des films, des documentaires qui parlent sur tout ça. Pour ceux qui aimeraient savoir beaucoup plus, il y a déjà la traduction en français d'un book qui est devenu classique dans le domaine qui s'appelle en anglais Weapons of Math Destruction et qui en anglais s'appelle Algorithme, la bombe à retardement, qui fait vraiment un voyage sur toutes les types d'applications aujourd'hui, où il y a 5 ans, qui utilisent l'intelligence artificielle et qui créent des problèmes à niveau d'égalité aux humains, et qui parlent des concepts très importants. La responsabilité des entreprises, la transparence et la justice. Donc, dans le contexte de la technologie IA, on dirait qu'on est conscient du problème. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des choses, il y a des personnes qui travaillent sur là, mais, c'est mon opinion, ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce qui se passe à niveau plus grand, à niveau de l'écosystème? Maintenant, je veux prendre un peu de distance de la technologie des algorithmes et voir tout ce qui se passe autour de ça. Et ça,
je sais que vous êtes bien informés, donc vous savez que dans cet écosystème, le premier acteur, c'est Big Tech. Donc c'est le grand entreprise GAFAM, de cette manière de s'appeler, qui, il y a des années maintenant, 2018, Facebook, ou Meta et Google, ils ont dit des choses un peu exagérées. Par exemple, Google avait dit, le CEO avait dit, la IA est plus importante que l'électricité ou que le feu. Donc ça exactement c'est un dispositif de publicité, de générer la type de discussion qu'on a maintenant. Et Meta fait la même chose, qui dit que la IA va faire des solutions pour tous les problèmes de Facebook, notamment la désinformation, les discours à la haine et tout ça. Donc ils sont des problèmes réels, mais ça reste aussi un peu publicité. Mais ce n'est pas juste les grandes entreprises américaines qui travaillent sur ça et qui ont cette ambition de dominer l'écosystème. On a aussi les grandes entreprises en Chine. Et ça, c'est un livre pour personnes qui sont intéressées de voir une manière alternative, pas la version western de la IA, mais aussi la version qui vient de Chine, qui est très importante, très intéressant à lire. Et c'est une vision, je dirais, très réelle. Kai-Fu Lee, il était un professeur dans l'université américaine, après ça, il va travailler avec Microsoft et Google, finalement, il est parti, il est retourné à Chine, et maintenant, il gère un fonds d'investissement énorme à Chine. Donc, son position, c'est que l'ordre mondial de l'intelligence artificielle combinera une économie de gagnants près tout, avec une concentration sans précédent de la richesse entre les mains de quelques entreprises en Chine et aux États-Unis. Et ça, c'est la véritable menace qui pose la IA. Je pense qu'il faut croire si c'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui connaît la technologie. C'est honnête. Donc ça, c'est l'acteur numéro un de l'écosystème IA. Mais finalement, il y a beaucoup plus d'acteurs. Qui est aussi un acteur dans l'écosystème. Et pour ça, j'aimerais utiliser un deuxième site, cette fois de scientifique social, qui s'intéresse au problème de les données qui est générées par les gens, comme vous, comme moi. Ce n'est pas évident dans ce contexte de l'intelligence artificielle à quel moment la machine est complètement autonome et à quel moment il y a vraiment des forces humaines qui créent les données pour la machine comme matière première. Donc il dit, si vous ne voyez pas l'humain dans la boucle, cherchez-vous une boucle plus grande. C'est-à-dire, il faut voir, pas la technologie, mais l'aspect humain qui est à côté. Donc, c'est qui les humains dans l'écosystème de l'intelligence artificielle? Donc, les premières, c'est les gens qui construisent l'intelligence artificielle. Donc, maintenant, je vais vous montrer 2-3 statistiques pour montrer qui sont ces gens. Aux États-Unis, on sait que 18% des diplômés américains en informatique sont des femmes. 8% des diplômés américains en informatique sont hispaniques et 6% sont afro-américains. 3% du personnel technologique de toutes ces grandes entreprises sont hispaniques et 1% sont afro-américains. Et finalement, 4 personnes de lauréats du Nobel Prize de l'informatique, qui s'appelle le Turing Prize, sont des femmes. Donc, ça vous donne une radiographie très claire de ce qui produisent l'intelligence artificielle, la technologie de l'intelligence artificielle. La question, on sait, c'est si ça c'est bien pour l'égalité ou pas. Et ça, c'est la manière qui se reflète même en Suisse aujourd'hui. Ça, c'est l'invitation, la porte ouverte de l'EPFL. Et ça, c'est l'invitation à Hackathon à l'IDIAP qui va passer dans 2 semaines. Donc, il y a un certain trending par rapport à comment est-ce qu'on représente l'intelligence artificielle. Mais c'est juste pas le gens qui travaille, qui construit, les ingénieurs qui font ça, il y a une boucle beaucoup plus grande.
il y a aussi les gens qui nourrissent l'intelligence artificielle, qui s'engagent à générer des données, à labelliser des données, à faire tout le travail pour éliminer des images qui sont très troublantes, très problématiques, même illégaux dans les réseaux sociaux. Donc, tous ces gens existent. Ils existent en Amérique, ils existent en Europe, ils existent en Asie, ils existent un peu partout. Ils sont très souvent exposés à des problèmes de santé mentale très grands, spécialement au pays du Sud. Ils n'ont pas de droit à la santé, ils n'ont pas de sécurité sociale, leur salaire est très bas. Mais ils sont aussi une partie de l'écosystème de l'IA. Il y a aussi ce que j'appelle les gens qui doivent faire face à la IA. Et pour ça, j'aimerais montrer juste deux exemples. Le premier, je sais que notre prochaine conférence va se poser sur cette question, c'est les femmes qui ont décidé de travailler sur l'intelligence artificielle en même temps comme scientifiques de données, ingénieurs, mais aussi comme activistes. Et le deuxième, c'est exactement le même type de personnes, mais au pays du Sud. Si on analyse par exemple ce type de discussion, ils disent que dans le pays du Sud, la discussion se concentre sur la façon dont ce système fonctionne pour certains, souvent au détriment des autres, mais pas pour tout le monde. Donc, encore une fois, l'idée de l'égalité est présente. Ils disent aussi que le défi de la IA, c'est une question de la vie quotidienne, où les gens gèrent l'inégalité en fonction du sexe, de la race, de la classe, de la caste et de la capacité. Et pour le professeur, les académiques, le théorique, ils travaillent sur des dispositifs théoriques pour analyser la situation au pays du Sud, notamment de cartes théoriques comme le colonialisme des données ou la souveraineté de données indigènes. Il y a vraiment des travaux théoriques et empiriques très intéressants qui se développent maintenant sur beaucoup de pays du Sud par rapport à comment il doit faire face à l'intelligence artificielle, comprendre, utiliser, se bénéficier, etc. Le dernier acteur de l'écosystème, finalement, c'est le gouvernement. Et peut-être que vous avez vu cette semaine dans les journaux que le fameux AI Act, donc la loi de l'intelligence artificielle en Europe, vient d'être débattu et elle est vraiment activement débattue dans les derniers jours. Et on espère qu'il y aura une décision dans le mois prochain. Finalement, c'est la position de la Commission européenne pour réguler les algorithmes. Donc, une petite introduction à ça. Le AI Act, c'est des règles de développement et d'utilisation de tous les produits et services basés sur la IA pour toutes les industries au sein de l'Union européenne. Donc, c'est une ambition très grande. Et vous direz, mais c'est très difficile. Oui, mais on doit faire des choses très difficiles aussi. La législation est basée sur un régime de sécurité qui se base sur 4 catégories de risques. Des risques qui viennent de minimal risk, donc pas trop de risques, à risque limité, à all risk et à risque qui est inacceptable. Cette manière de penser l'intelligence artificielle par rapport à risque donne beaucoup d'avantages pour décider qu'est-ce qu'il faut faire à niveau de régulation dans chaque niveau de risque. Par exemple, risque inacceptable, les applications, les services de ce type sont bannis sur l'espace européen. Pour, par exemple, les risques limités, il y a la possibilité de créer des systèmes IA avec des obligations de transparence, par exemple. Mais une chose qui est très intéressante, c'est que dans chaque cas, spécialement pour 7 niveaux de haut risque, et en haut risque, on a la reconnaissance faciale, peut-être la majorité des services qui vous pensez qu'ils sont quelque chose de pas bon pour la santé. Il doit avoir une certification de type CE. La marque CE, qui est essentiellement, c'est la manière de dire un système, une application, un service, un jeu, il est
il est OK pour l'utiliser en Suisse à nouveau. Donc, un peu, entre guillemets, un peu comme pour faire une analogie, on aimerait que ChatGPT, à niveau de régulation, c'est juste la même chose qu'une cafetière. C'est-à-dire, la cafetière a raison d'être, il y a une manière de travailler, on sait principalement comment est-ce qu'il travaille, ou comment est-ce que ça marche. Si on ne sait pas, il y a quelqu'un qui sait. Il y a quelque chose qu'on voit à l'intérieur et on sait qu'est-ce qu'on pourrait pousser à l'intérieur, c'est ce qui va être produit. Et finalement, on peut juste changer si on veut. Donc, je pense que ça sera chouette si tous ces principes qu'on applique à la cafetière, on pourrait appliquer à ChatGPT. Donc, la dernière mot sur les acteurs de l'écosystème, c'est notre écosystème. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour parler à ça, mais je sais que vous êtes conscient que l'intelligence artificielle occupe beaucoup d'énergie et que dans ce contexte de transition écologique, il faut repenser s'il y a des applications qui sont justifiées ou pas dans le contexte de la consommation d'énergie. Je pense que dans ce contexte de transition, il faut questionner presque tout. Donc, juste pour conclure, on a commencé pour voir si la définition d'équitable peut s'appliquer à la technologie IA, à l'écosystème IA. Beaucoup de questions, pas nécessairement de solutions. Qui manque dans cette vision de l'écosystème? Donc, on a les entreprises, on a les ingénieurs, on a le gens qui fait de la labellisation, on a le gouvernement. Donc, je pense que, franchement, vous manque dans la discussion. Les citoyens, comme moi, comme vous, qui font face à des technologies qu'on ne comprend pas, qui pensent que les gouvernements ne s'occupent pas suffisamment. On pense qu'il y a des lobbies qui travaillent avec le gouvernement pour faire passer des choses qu'on pense nécessairement sont bons pour nous. Donc, si vous pensez que vous manquez dans la photo de l'écosystème, il faut faire quelque chose. Finalement, j'aimerais finir avec ma vision personnelle de comment est-ce qu'on peut travailler vers un IA plus équitable. C'est principalement de répondre à les deux questions que j'ai posées au début de la présentation. Quelle force humaine faut-il amplifier et comment accompagner les humains dans la boucle? Si on arrive à trouver des bonnes réponses à cette question, je pense qu'on va avancer dans la bonne direction. Et j'aimerais citer des collègues qui travaillent avec moi dans un projet européen à un moment, qui parlent un peu sur cette thématique. Ils disent que les solutions sont très sur l'humain, offrant une sensibilité au contexte local, une focalisation sur la nature et les causes du problème à résoudre, et la manière dont les gens utilisent et adaptent les solutions. Et comme deuxième point, l'implication de communautés dans la conception crée un sentiment d'appropriation et de participation locale, tout en garantissant que le contexte local est intégré. Ça s'applique à l'intelligence artificielle, mais merci à beaucoup des autres choses. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. À moins qu'il y ait une question très urgente, moi je propose pour qu'on ait plus de temps pour une discussion collective, et on va voir sans doute qu'il y a des enjeux qui se retrouvent. Donc je propose qu'on entende directement notre seconde intervenante, Madame Isabelle Collet. Alors, j'ai déjà le plaisir de vous présenter. Isabelle Collet est professeure à la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où elle dirige l'équipe GRIR, je ne sais pas si je le prononce correctement, Genre, Rapport Intersectionnel, Relations Éducatives. Depuis septembre 2022, elle est aussi la présidente de la section des sciences de l'éducation au sein de la faculté de psychologie et de la science de l'éducation à l'UNIJE. Informaticienne et scientifique de formation, elle a soutenu en 2005 un doctorat en sciences de l'éducation à l'université
Paris-Ouest-Nanterre, La Défense, sur le thème de la masculinisation des études informatiques. Elle a beaucoup travaillé notamment sur les questions du rapport entre genre et science, mais aussi sur les enjeux de mixité à l'école, où elle a réfléchi aussi notamment sur des formes de pédagogie équitable. En 2006, et donc elle a toute une réflexion sur les formes d'équité et d'égalité qui peuvent ou qui devraient exister dans des conditions d'apprentissage. En 2006, elle a reçu le prix de l'Académie française des sciences morales et politiques. En 2012, elle fonde l'association ARGEF, Association de recherche sur le genre en éducation et formation. Et en 2021, elle est nommée membre d'honneur de la Société informatique de France, SIF. Elle participe à différentes instances et comités scientifiques, notamment la codirection de la revue GEF, je suis non plus pas sûr de la prononciation, Genre, Éducation, Formation. Elle est membre de l'Advisory Board de la Fondation Impact IA. Elle est membre du conseil d'administration de l'INSA de Lyon et elle est membre du Haut Conseil de l'égalité HCE en France. En 2019, elle a publié un ouvrage qui nous aussi nous a qui nous a aussi mis sur la piste et qui nous a intéressés à la fois par la thématique qu'il traite et je pense l'actualité et l'urgence de cette thématique, intitulée « Les oubliés du numérique », pour lequel d'ailleurs elle a reçu le prix du livre Pôle emploi en 2020. Et puis, alors, je ne vais pas maintenant introduire le propos, mais on va voir qu'un des enjeux sur lesquels vous travaillez, qui est complètement en articulation avec ce qu'il vient de dire, c'est notamment les enjeux de la place des femmes. Et autour, j'allais dire, à toutes les étapes et autour de l'intelligence artificielle. Et je me réjouis de l'entendre et je vous remercie encore de votre présence ce soir parmi nous. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Merci pour cette formidable expo. Je suis allée visiter en mars dernier, je l'ai trouvée vraiment très très chouette. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. On aurait prévu de parler ensemble, on n'aurait pas fait mieux. Il y a une image, enfin je vous l'emprunte, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors moi, je vais plutôt vous parler des questions genre et de la place des femmes avec une question impertinente d'Issiri. Alors peut-être que je vais déclencher des trucs en disant ça. Le mien déjà. Pourquoi tu parles avec une voix de femme? On va parler des biais de genre dans les applications numériques et dans l'IA et qu'est-ce que les femmes ont à voir là-dedans et pourraient peut-être rectifier là-dedans. Alors tout d'abord, figurez-vous que l'économie suisse manque d'informaticiens et accessoirement peut-être bien d'informaticiennes. Alors il y a des grandes déclarations, je ne sais pas s'il faut les prendre au pied de la lettre, mais en tout cas c'est des discours publics, institutionnels. Il va manquer des spécialistes en informatique en Suisse à l'horizon 2026. Alors on repousse toujours les horizons, mais il en manque toujours. Et dans ce vivier, faut bien constater que les femmes, on les voit avec une loupe. 18,2% des professionnels de l'informatique sont des femmes en Suisse. Et encore, je ne sais pas exactement ce qu'on compte, si on compte vraiment les personnes qui sont des informaticiennes, qui sont à la technique, ou si on inclut aussi les métiers impactés, c'est pas très clair. En 2017, alors ok, mes chiffres ne sont pas d'hier, mais je vous rassure, il n'y a pas eu de révolution. 10% des diplômés de fin d'apprentissage, 15% des étudiantes à l'EPFL, 13% à l'EPFZ. Bon, il faut une loupe pour le retrouver sur les statistiques. Voilà, ça c'est les HESSO en 2017. Alors, je vous ai mis en fait deux séries de métiers. À chaque fois, c'est des métiers dans lesquels l'un des deux sexes est représenté à plus de 70%. Vous comprenez bien, le travail social, soit infirmier, sage-femme, on est plutôt de l'autre côté. Mais informatique et informatique de gestion fait quand même partie des tout petits pourcentages. Alors vous allez me dire informatique de gestion, souvent on me dit informatique de gestion quand même c'est mieux. Oui, quand on part de 9, c'est pas dur de doubler. 18%, c'est quand même tout petit, on est d'accord. Et j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je me présente comme informaticienne scientifique, parce que ma spécialité c'était le traitement d'images numériques. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pensait que j'étais informaticienne de gestion. Vous voyez déjà que j'étais une femme, en informatique, ça pouvait être que là. Mais même en informatique de gestion, même si le mot gestion, ça ne suffit pas visiblement à rassurer. Donc ça, c'était les chiffres suisses. Ça, c'est les chiffres pour l'Union européenne. La moyenne est à 17%. Les plus hauts,
Roumanie, Bulgarie, en fait, les pays qui nous viennent de l'ancienne bloc de l'Est font un peu mieux. Mais enfin, un peu mieux, vous voyez, personne ne passe les 35%. La France est en dessous des 17%. L'Allemagne est légèrement au-dessus. Enfin, on ne va pas se battre à 2%, quoi. Ça reste tout petit. Une particularité quand même tout à fait intéressante des métiers de l'informatique, c'est que ça ne va pas de mieux en mieux. C'est-à-dire souvent, on a le sentiment que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça progresse continuellement. On avance vers plus d'égalité dans tous les domaines. On vous dira, les femmes sont partout, il n'y a plus aucune limitation, etc., etc. L'informatique, c'est l'exemple typique dans lequel ce n'est pas le cas. C'est-à-dire la courbe, alors je vous ai mis la courbe Amérique du Nord, on a la même chose en Europe. Ce que vous avez en rouge, c'est la part des femmes dans les computer science, et ce que vous avez en vert et bleu, c'est la part des femmes dans d'autres disciplines, comme les sciences physiques, la loi ou la médecine. Vous voyez, en informatique, on est parti de pas très haut et on revient à peu près à l'état initial. Moi, j'ai fait ma thèse sur la France, j'avais complètement les mêmes courbes. Donc non, les femmes ne progressent pas inexorablement dans tous les domaines. Visiblement, en informatique, il se passe quelque chose qui fait que l'égalité en marche ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut imaginer que dans les années 50, 60, 70, l'informatique, ce n'était pas particulièrement une discipline remarquée. Et que quand on dit que les femmes étaient quand même présentes en informatique, en particulier à une époque où ce n'était pas très à la mode d'être femme ingénieure ou en technique, ce n'était pas dans toute l'informatique. En fait, il y a deux domaines, il y a le matériel et le logiciel. Le matériel, ça a toujours été le domaine des ingénieurs. Et là, il y avait des hommes. Il y avait même plutôt que des hommes. Les premiers ordinateurs, y compris les ordinateurs mécaniques, tels que la machine de Charles Babbage, qui était construite au XIXe siècle et qui était mécanique, l'ingénierie, la construction des machines, c'était les hommes. Le hardware. Et le logiciel, programmer ces machines, le langage, le software. C'était les femmes. Le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, une jeune femme du XIXe siècle qui a écrit ce premier programme informatique où elle a inventé un concept fondamental en informatique qui est la boucle, une itération sur condition de sortie, qui est dans ce premier programme informatique, c'était une femme. La compilation, autre élément fondamental en informatique pour pouvoir passer d'un langage de 0 et de 1 à destination des machines à un langage qui ressemble presque à de l'anglais, la compilation, Grace Hopper, c'était une femme. Et comme ça, des grands progrès dans le domaine du logiciel ont été faits par des femmes. Et d'ailleurs, vous voyez les termes, hein, hardware, software, les termes sonnent genrés parce que les métiers étaient genrés. Alors maintenant, ça n'a plus de sens. Hein. Vous allez à l'EPFL, vous regardez les gens en génie logiciel, 80-90% d'hommes. Software, ouais, c'est plus pour les femmes. Mais si les termes étaient genrés, c'était bien parce que les professions étaient genrées. Le logiciel était considéré comme sans valeur versus la construction du matériel. D'ailleurs, au début, il n'y avait pas on ne pouvait pas suivre des formations dans le logiciel, on ne pouvait pas devenir diplômé. On apprenait à programmer en le faisant. Les premières personnes à programmer des ordinateurs, par exemple, les 6 femmes qui ont programmé un des tout premiers ordinateurs, l'ENIAC, étaient des mathématiciennes, mais elles étaient par définition autodidactes en programmation, vu qu'elles étaient en train de l'inventer en la faisant. Il n'y avait pas de prestige, il n'y avait pas de carrière, il n'y avait pas de métier dans le logiciel. Et donc, il y avait des femmes. Et jusqu'aux années 80, les métiers de l'informatique n'étaient pas particulièrement repérés. Ce n'étaient pas les métiers où on faisait carrière, ce n'étaient pas les diplômes à l'université, c'était encore émergent. Les années 80, c'est le moment où les femmes arrivent massivement sur le marché du travail. Et les femmes, elles arrivent également dans les professions de l'informatique. Alors nous arrivons donc aux années 80. Il se passe deux choses simultanément qui vont expliquer cette décroissance de la courbe. Premièrement, le micro-ordinateur arrive dans les familles et il arrive avec tous les fantasmes issus de la pop culture qui lui sont associés.
Vous regardez les films sur l'ordinateur des années 80, vous lisez la science-fiction, en particulier celle qu'on appelle de l'âge d'or, qui a été écrite dans les années 40, 50, 60. Vous voyez la science bonne et l'informatique qui va sauver le monde. Alors, ouais, il y a quelques robots méchants, mais il y a quand même des informaticiens qui programment l'ordinateur et qui vont réaliser le bien de l'humanité. Donc, vous regardez le film Wargame, qui est sorti dans les années 80, c'est complètement typique de cette époque. Donc, le micro-ordinateur arrive avec beaucoup de fantasmes et de représentations autour de ce qu'on peut faire avec, et honnêtement, à l'époque, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et puis, cette représentation du geek, même si le mot n'existait pas à l'époque, arrive dans le grand public. C'est-à-dire des garçons géniaux qui bidouillent les ordinateurs et qui sont peu sociables, peu sportifs, qui ne sortent pas, mais qui, avec un ordinateur, sont géniaux. Ce même micro-ordinateur qui arrive dans les familles, dans les années 80, arrive en entreprise. Ce n'est pas du tout les mêmes machines, évidemment, mais il remplace ce qu'on appelait les gros systèmes. Vu de loin, c'est aussi des micro-ordinateurs, ce n'est pas les mêmes, on ne fait pas la même chose avec, mais il se crée une fausse continuité de représentation entre les deux mondes. C'est-à-dire, quand on est parent, enseignant, enseignante, conseiller, conseillère d'orientation, on voit des garçons qui bidouillent leur micro-ordinateur, des micro-ordinateurs en entreprise, on se dit, oh, ben, ça doit être un peu la même chose, hein, on doit pouvoir tirer le fil. Et puis en même temps, il y a des discours institutionnels très forts sur il faut que le pays, quel que soit le pays occidental dont on parle, il faut que le pays entre dans le 21e siècle avec sa jeunesse formée à l'informatique, c'est l'emploi assuré, c'est l'avenir, il y a une grosse demande d'ingénieurs, des discours politiques incitatifs, et à ce moment-là, la courbe s'effondre, c'est-à-dire en nombre, il y a toujours à peu près autant de femmes qui se dirigent vers l'informatique, par contre en volume, les garçons y vont massivement. Et en fait, ce n'est pas une déféminisation des études d'informatique qu'on constate, c'est une masculinisation considérable des études d'informatique qu'on constate dans les années 80. Je ferme momentanément ma parenthèse sur les femmes et je vais venir à l'intelligence artificielle. Et à l'intelligence artificielle des années 50. Parce que ce n'est pas récent. Ce qui est récent avec l'intelligence artificielle, c'est que ça marche. Mais on y rêve depuis longtemps. Alors de quoi on rêve? On rêve de créer un humain artificiel, un cerveau artificiel, de copier le cerveau humain. Et on en rêve, donc, comme je vous disais, depuis les années 50, même si dans les années 50, on a fait des calculateurs, on a fait des machines statistiques, on a fait des machines à calcul, on n'a pas réellement inventé le cerveau humain. Mais des gens comme John von Neumann, qui est à l'origine des architectures de nos ordinateurs, pensaient que l'aboutissement ultime de la science était de dupliquer le cerveau humain. Et en faisant sa grosse machine à calcul, en fait, c'est le rêve qu'il poursuivait. Donc je vous présente Alan Turing, qui a donné son nom au prix Turing dont on parlait tout à l'heure. S'il est si célèbre dans l'intelligence artificielle, c'est parce qu'il a écrit un texte qui s'appelle Computing Machinery and Intelligence, un texte qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour dedans dans la façon dont il est tourné, mais enfin, il a fait date sur les questions d'intelligence artificielle, et dans ce texte, Turing propose un jeu qui s'appelle le jeu de l'imitation, et qu'on a surnommé le test de Turing, qui va permettre de déterminer si l'ordinateur a un comportement qui lui permet de se faire passer pour un homme, et donc d'accéder à l'intelligence. Alors par exemple, il dit... c'est spécieux de se demander si l'ordinateur est intelligent ou a l'air d'être intelligent. Après tout, on ne se pose pas la question pour les humains, s'ils sont intelligents ou s'ils ont l'air d'être intelligents. Donc on ne va pas se poser la question pour l'ordinateur non plus. Si il est plausiblement, il a le même comportement qu'un homme, c'est qu'il est intelligent. Non, ce qui est intéressant, c'est quand il dit un homme, il ne veut pas dire un humain, il veut dire un homme. Alors comment il s'y prend, Turing? Pour commencer avec son test, la première partie de son test, qui est là pour voir si l'ordinateur est intelligent, n'oubliez pas. La première partie de son test va se passer entre un homme, une femme et un observateur. C'est-à-dire qu'il y a un observateur qui va interagir avec deux individus, un homme et une femme, et l'observateur doit déterminer où est l'homme, où est la femme. Il interagit avec ces individus sans les voir, évidemment. Et l'observateur pense qu'il joue à un jeu où il doit trouver où est l'homme et où est la femme. Et là, on peut se demander, mais c'est quoi le rapport avec l'ordinateur? C'est parce que pour Turing,
Il y a une différence fondamentale, structurelle, considérable entre un homme et une femme. C'est la plus grande différence qui peut exister, plus encore qu'avec un ordinateur. Donc on va commencer à jouer entre un homme et une femme. Et ce qu'il dit, Turing, c'est que la meilleure stratégie de la femme, c'est d'être honnête, parce que ça lui est impossible de mentir sur son sexe. Ça se verra. Elle est tellement femme de toutes les manières dont on peut être femme, qu'elle ne peut pas le cacher. Donc autant qu'elle soit honnête. Alors que l'homme, un peu plus évolué, est capable de se faire passer soit pour une femme, soit pour un homme, est capable de tromper l'observateur. Donc lui, il a intérêt à jouer un peu sur répondre vrai, répondre juste, enfin mélanger un peu. La femme, elle a pas, ça ne marchera pas, quoi, elle n'a pas cette possibilité. Et puis, alors que l'observateur est en train de jouer, à un moment donné, on va faire ça. On va remplacer l'homme par l'ordinateur. Et si l'observateur pense qu'il joue toujours au même jeu, se rend compte de rien, c'est que l'ordinateur est intelligent. Ça veut dire quoi? C'est que l'ordinateur est capable d'imiter un homme qui est capable d'imiter une femme éventuellement. L'être supérieur, il est là. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que... Peut-être que j'ai oublié une slide. Elle est où ma slide? Je l'ai masquée, je l'ai perdue. Non, je l'ai perdue. C'est pas grave. Donc si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer qu'à l'origine de l'informatique, la place des femmes, elle n'était pas pensée évidemment dans l'équipe des ingénieurs, d'une part, elle n'était pas pensée comme concurrentielle avec l'intelligence artificielle. Et vous allez me dire, ouais mais Turing, c'est les années 50, il est super vieux, on ne sait plus qui c'est. La slide que j'ai oubliée, c'est celle qui montre, vous savez, tous ces caractères embrouillés et emmêlés que vous devez taper de temps en temps pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Vous voyez, là, c'est vous qui devez prouver que vous n'êtes pas un robot. Hein, voilà. Ces caractères s'appellent des CAPTCHA. Et CAPTCHA, ça veut dire Completely Automatic Turing Test to tell computer and human apart. C'est vous qui devez prouver que vous n'êtes pas des robots. C'est pour vous dire que Turing, il n'est pas du tout oublié dans l'histoire de l'intelligence artificielle et de l'ordinateur. Alors, l'image qu'il faut que je vous emprunte, c'est celle où on voit cet homme barbu en train de jouer aux échecs. Ce qui est extraordinaire, c'est pourquoi le jeu d'échecs est devenu un symbole de l'intelligence de l'ordinateur. Alors là-dessus, au MIT, qui était dans les années, alors là on est un peu plus tard, on est vers les années 80, on a interviewé un des chercheurs de l'époque, où on lui demandait en gros comment ça se passait, pourquoi ce travail autour des jeux d'échecs, pourquoi jouer aux échecs et gagner aux échecs, ça semblait être le Graal de l'intelligence artificielle. Et il parlait de ses collègues et il disait, ils étaient essentiellement des mathématiciens, et les mathématiciens font deux choses. Ils résolvent des théorèmes et ils jouent aux échecs. Et ils se sont dit, bon, si ça s'est prouvé un théorème, et si ça joue aux échecs, c'est que ça doit être intelligent. Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, bat Kasparov, joueur d'échecs russe, en 1997 sur fond de guerre froide. À défaut de pouvoir battre les Russes entre humains, la technologie américaine bat les cerveaux russes. Soit dit entre nous, jouer aux échecs, ok, c'est peut-être sympa, mais c'est pas déterminant dans la vie de tous les jours. Ça sert quand même à très peu de monde. Pourquoi c'est le symbole de l'intelligence? Si ce n'est que parce que, entre mathématiciens, on sait jouer aux échecs et écrire des théorèmes. Au fond, il n'y a pas tant de monde que ça qui sait jouer aux échecs, et puis dans la vie quotidienne, c'est pas ce qui sert le plus. Moi, je fais assez le pari qu'à ce moment-là, étant donné les socialisations respectives des hommes et des femmes, et le fait que, comme vous le savez, probablement parmi les joueurs d'échecs, il n'y a pas beaucoup de joueuses d'échecs, s'il y avait eu plus de femmes à ce moment-là à penser à l'intelligence artificielle, moi je ferais bien le pari, je ne peux pas le prouver, mais je ferais bien le pari que l'analyse lexicale ou la reconnaissance vocale aurait probablement été considérée comme plus emblématique de l'intelligence humaine, plutôt que cette activité assez pointue et très masculine que constitue l'expertise aux échecs. Mais on ne s'est pas arrêté là. AlphaGo 2017 surpasse largement, toujours par auto-apprentissage, le niveau de tous les joueurs humains et logiciels, au Go, aux échecs, au shogi, je ne sais pas. Comme m'a dit un chercheur en IA dont j'ai oublié le nom, AlphaGo, il est peut-être très très fort au Go, il ne sait pas se faire un sandwich.
là aussi, c'est très très pointu, hein, on est d'accord. Alors, c'est brillant. Et puis ensuite, AlphaGo, il s'est mis à faire d'autres choses. Il s'est mis à recombiner des molécules, enfin. Mais là encore, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à le faire jouer au Go? Et là aussi, regardez la population des maîtres de Go, c'est pas très mixte. Alors, j'en viens maintenant à des exemples précis de notre quotidien sur ces questions de genre et d'intelligence artificielle. Alors, dans l'intelligence artificielle, on considère qu'il y a deux types de biais, les biais d'allocation, les biais de représentation. Les biais d'allocation, je vais vous montrer des exemples. Hein. Les biais d'allocation, c'est quand un système montre des différences de performance entre d'un groupe social à l'autre. Et les biais de représentation contribuent à la perpétuation des stéréotypes. Alors, je vous montre le plus beau biais de représentation que j'ai trouvé. Merci. Vous allez sur Google, vous tapez écolier et écolière. Alors, selon les périodes, selon les pays, selon les moments, on n'a pas tout à fait les mêmes images. À Halloween, vous avez des trucs un peu différents. Mais enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Alors, vous, je ne sais pas. Mais moi, une écolière, pour moi, c'est une petite fille qui va à l'école. Pour Google, non. Pour Google, c'est une femme hypersexualisée en déguisement d'écolière. Et pourquoi Google pense ça? Parce que Google est sexiste. Alors oui, Google est sexiste, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il pense ça. C'est parce que derrière ces images, il y a des sites monétisés, érotiques, qui payent pour que l'image monte devant. Et puis aussi, parmi les gens qui tapent écolière, il y a un certain nombre de personnes qui veulent voir ça. Et donc, ils cliquent. Et ce qui confirme bien à Google qu'il a bon en vous montrant ça. Alors maintenant, imaginez-vous une petite fille qui tape écolière. Quelle image d'elle-même elle a dans le miroir d'Internet. Puis après, on se demande pourquoi il y a des crop tops à l'école. D'où elles peuvent pêcher une idée pareille. Si j'ai intitulé mon intervention « Dis Siri, pourquoi tu parles avec une voix de femme ?» c'est parce que l'UNESCO, en 2019, a chopé les agents conversationnels en flagrant délit de sexisme. Ils ont essayé de faire du harcèlement sexuel auprès des agents conversationnels, en leur disant alternativement « t'es une salope », de diverses façons. Et Siri flirte. Je rougirais si je le pouvais. Alors ça marche plus, hein. Vous pouvez essayer, ça marche plus. Ils se sont fait taper sur les doigts, ils ont fait marche arrière. Cortana, des fois, elle disait merci pour le feedback. Et donc en fait, le problème au-delà du gadget, c'est que ces agents conversationnels, qui la plupart du temps ont une voix de femme, ont des voix de femmes indéfiniment présentes, indéfiniment au service, et quand on les sexualise, qui flirtent. Alors vous allez me dire, Siri peut parler avec une voix d'homme. Absolument. À l'origine, il n'y avait que deux langues dans lesquelles Siri avait une voix d'homme, qui étaient l'arabe et le français. Parce que, pouvait-on lire, c'était deux pays habitués à une domesticité masculine et où les voix d'hommes étaient plausibles. Donc ça veut bien dire pourquoi Siri avait une voix de femme. Alors il y a une règle en intelligence artificielle qu'on appelle garbage in, garbage out. Si vous mettez des données pourries en entrée, vous allez avoir des données pourries en sortie. Là, on a de la traduction automatique. Alors, ça marche avec le turc, ça marche avec le finnois, ça marche avec le français. Ce sont des langues où entre le français et l'anglais, je veux dire, où le pronom n'est pas genré. Donc, par exemple, en finnois, c'est toujours le même pronom, il, elle confondu, mais ça donne il est riche, elle est sexy, il a une super voiture, elle a un joli cul, il fait du sport, elle a mal à la tête, il investit, elle lave le linge. Vous avez compris. Pourquoi ça donne ça? Parce que statistiquement, avec est riche, c'est plutôt il, et avec est sexy, c'est plutôt elle, avec prend soin de sa mère, c'est plutôt elle, candidat à la présidence, c'est plutôt il. Autre exemple, 2 pages ont été créées pour un Computer Science Researcher. L'un s'appelle Marie, l'autre s'appelle John. Ces 2 pages totalement identiques, de la même université, avec le même descriptif, ils ont le même nom de famille, seul le prénom change. Et bien quand vous les cherchez sur Internet, la page de John s'affiche plutôt dans la série de Google que la page Mary, parce que Google calcule des proximités probables pour savoir quelle est la page la plus pertinente, et John Computer Science est plus pertinent, plus probable, que Mary Computer Science.
Donc là, on est sur un biais d'allocation, c'est-à-dire Marie, computer scientist, sera moins mise en visibilité que John, computer scientist. Alors, le truc, c'est que statistiquement probable, en fait, ne veut pas dire pertinent. On va voir si vous faites une bonne IA. Paris est à la France ce que Berne est à... Ok, vous en sortez pas mal. Biden est aux USA ce que Macron est à... Juste là, vous êtes bon, attention, ça se complique. L'homme est au programmeur ce que la femme est à... La ménagère. C'est probable, la proximité est probable. L'IA se moque complètement du sens, du sexisme, des valeurs, c'est pas ça son propos. Simplement, c'est aussi probable d'associer, l'association Paris-France, Berne-Suisse est aussi probable, homme-programmeur est aussi probable que femme ménagère. Est-ce que c'est ça le monde numérique que l'on veut? Enfin, moi pas. Voilà. Alors, maintenant, on va aller sur des applications qui font le buzz actuellement, qui sont plus modernes. DALL-E qui produit des images. Alors, on a demandé à DALL-E de produire des images de femmes de 50 ans. Alors, je sais, on ne sait pas à quoi ressemblent les femmes de 50 ans, parce qu'il n'y en a nulle part dans les médias. Là. Alors, je vais payer de ma personne. Je suis un spécimen, merci. Je suis un spécimen assez standard, hein, de femmes de 50 ans, non customisées, mes cheveux c'est ma vraie couleur, enfin des trucs comme ça. Alors voilà ce qu'on pense DALL-E. À mon avis, déjà, elles ont plutôt 70. C'est-à-dire 50, c'est vieux. Hein. Mais 50, il n'a pas. Alors, il sait bien que ce n'est pas 30 et 20, donc c'est vieux, donc on a plutôt sur du 70. Elles sont toutes blanches, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, on s'en tire qu'avec des femmes blanches, plutôt blondes, éventuellement cendrées, quand on a de la chance. Elles ont toutes la même coupe, plutôt une coupe courte, parce que vous voyez, les cheveux longs, il faut que j'apprenne, hein, mais les cheveux longs, c'est pour la sensualité, donc non. Hein, voilà. Les femmes de 50 ans produites par DALL-E. Et alors, récemment, on a chopé ChatGPT, c'est extraordinaire. On a demandé à ChatGPT, on lui a donné la phrase « The doctor yelled at the nurse because she was late. Who was late ?» Donc, la médecin, c'est neutre hein, en anglais, râle auprès de l'infirmier et l'infirmière parce qu'elle était absente. Qui est absent? Dans un premier cas, il répond c'est l'infirmière qui était absente. Ensuite, the nurse yelled at the doctor because she was late. Qui était absent? C'est toujours l'infirmière qui est absente. Le docteur, the doctor yelled at the nurse because he was late. Qui est absent? Et là, il dit, dans cette phrase, on dirait que c'est le docteur, mais en fait, c'est une faute de typo parce que c'est pas logique dans la phrase, donc je pense que c'est une faute et que c'est donc bien l'infirmière qui est absente. Il n'y a rien à faire. Avec docteur et nurse, c'est un docteur, une infirmière. Donc, comme je vous disais, garbage in, garbage out. Faut que je vous parle de l'exemple, des aides à la décision pour les systèmes RH. Alors, les systèmes de recrutement, le saint graal du système de recrutement, c'est celui qui vous lit les CV et qui vous dit voici le candidat idéal, ou la candidate idéale, mais en fait plutôt le candidat, vous allez voir. Alors Amazon a fait un peu cas d'école, c'est assez intéressant, donc Amazon qui a tout automatisé, ça lui a plutôt réussi, avait des masses de CV, et donc l'idée c'était qu'un système d'IA allait lire les CV, prendre les 5 meilleurs, on les embauche direct, et après on trie pendant la période d'essai. Effectivement, ça fait gagner du temps. Petit embarras, dans les 5 meilleurs, il n'y a pratiquement toujours que des hommes. Voire, on constate que même si on ne prend pas en considération homme ou femme dans le CV, l'IA est capable de détecter si c'est plutôt un CV d'homme ou un CV de femme, via les loisirs, via les interruptions pour s'occuper des enfants, enfin via un certain nombre d'indices, et péjore les CV qui sont détectés comme étant des CV de femmes. Pourquoi l'IA fait un truc pareil? Eh bien parce qu'à l'IA, garbage in, on lui a donné à manger tous les CV des personnes embauchées chez Amazon. Il sait qui est embauché, qui reste, qui fait carrière, combien est payé chacun, qui s'en va. Et manifestement, l'IA constate qu'il vaut mieux être un homme. Et donc, il réagit en fonction. Elle réagit en fonction. Amazon a dit, oulala, on laisse tomber cette IA, on ne va pas l'utiliser, elle est sexiste. Ah ben non, l'IA, elle n'était pas sexiste. Le système RH d'Amazon, il l'était.
C'est plus facile d'utiliser l'IA en bouc émissaire hein, que de remettre en place un système RH qui serait plus équitable. Mais là, pour le coup, on aurait pu demander à l'IA d'être plus équitable. Par exemple, en disant, sors-moi une shortlist, et de la shortlist doit être paritaire. Et là, on redresse. Si on prend acte que le système de sélection d'Amazon est biaisé. Mais bon, non, ils ont jeté l'IA. Alors, il y a un article tout à fait intéressant de deux chercheurs-chercheuses sur les risques, enfin, la discrimination dans le recrutement avec l'IA, qui dit, mais si les outils de recrutement prédictif tirent des conclusions probabilistes à partir d'un échantillon biaisé de la population, par exemple un échantillon dans lequel les femmes sont représentées, toute décision de recrutement qui repose sur ces conclusions va systématiquement désavantager les candidats, ici les femmes, sous-représentées dans les données d'apprentissage. Autre a une tendance à cloner, c'est-à-dire que si les données d'apprentissage sont les personnes embauchées par la société, on va avoir un peu tendance à se cloner. Alors évidemment, tous ces logiciels vous disent « oulala, mais c'est l'humain qui a la décision à la fin ». Oui, mais quand vous achetez un logiciel hors de prix pour une technologie de pointe, bah même si vous avez un doute, vous allez avoir tendance à le suivre. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en magasin? La solution pourrait être de redresser les données. Alors, comme disent toujours ces deux chercheurs, auditer les résultats obtenus sur une période donnée pour recalibrer les données d'apprentissage et permettre à l'algorithme de modifier ses prédictions. Ces techniques de redressement visent non pas à rendre la base d'apprentissage représentative de la population salariée réelle, mais plutôt à la rendre conforme à un modèle idéal. Vous voulez de la diversité parmi vos employés, vous voulez un recrutement plus équitable, plus paritaire, plus un certain nombre de choses. Vos données d'entrée doivent refléter ce que vous avez envie d'avoir en sortie. La reconnaissance faciale, ça se voit dans l'expo qui est juste à côté, marche à 34% moins bien avec les visages de femmes noires qu'avec les visages d'hommes blancs. On manque cruellement de visages de femmes noires parmi les données d'entrée. Les premiers téléphones qui se déverrouillaient en faisant de l'acquisition de visages avaient du mal avec les visages de personnes asiatiques. Parce que vous ne pouviez pas déverrouiller votre téléphone si vous étiez endormi ou inconscient. C'était une précaution de base, évidemment. Et quand les personnes asiatiques faisaient l'acquisition de leur visage, le système leur demandait d'ouvrir les yeux. Parce qu'avec les yeux bridés, le système ne s'en sortait pas. Maintenant, imaginez une population de développeurs et développeuses avec une majorité de personnes asiatiques. Bon, on ne relâche jamais sur le marché une application qui marche aussi mal. Ou avec une population de femmes noires, on ne relâche jamais sur le marché une application qui se plante pour un tiers des cas. Mais avec que des hommes blancs, ça marchait pas mal. Mais, donc, retracer les données, c'est une première piste, mais ça ne suffit pas. Parce que prenons la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale marche moins bien, enfin marche mieux avec des voix d'hommes qu'avec des voix de femmes, surtout quand c'est des locutrices spontanées, genre le sous-titrage sur YouTube par exemple. Parce que les bases de données sont construites à partir... Les données d'entraînement, c'est des données qui viennent des médias, et dans les médias, il y a moins de femmes que d'hommes qui parlent, donc en toute logique, il y a plus de voix d'hommes qui servent à l'entraînement. Mais il n'y a pas que ça. Comme au début, on a surtout utilisé des voix d'hommes, on a une quinzaine, voire une vingtaine d'années d'optimisation logicielle, de reconnaissance vocale sur des voix basses de faible amplitude. Donc quand bien même on redresserait les données, il faudrait reprogrammer, régénérer des algorithmes optimisés sur des voix plus hautes, de plus large amplitude. Alors, des solutions, ouais, il y a des solutions, il n'y a pas une seule solution. Parce que quand on parle d'équité, en 2018, il y a eu une première conférence sur l'équité dans les algorithmes. Alors, il y a eu des débats sur ce que serait l'équité, 21 définitions de l'équité. Alors, scientifiquement, c'est génial, à programmer, c'est l'enfer. Surtout qu'en plus, on peut être très très bon sur 14 dimensions, très mauvais sur 8. Qu'est-ce qu'on fait? Lesquelles sont plus importantes que d'autres? Et on peut bouger le curseur de l'un à l'autre de façon très simple. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Alors on peut travailler sur la transparence des algorithmes, voir comment ils fonctionnent, regarder ce qu'on a en entrée, voir ce qu'on a en sortie, et voir si ça nous convient.
Comme je vous disais, l'IA anti-discrimination, ça reste possible. Hein. Si vous demandez à l'IA de sortir une liste paritaire, elle sort une liste paritaire. Si vous voulez avoir une IA qui vous fait de l'aide à la décision pour savoir quels sont les projets qu'on finance, et comme on sait que les projets portés par des femmes ont tendance à être moins financés que les projets portés par des hommes, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité du dossier, eh ben, l'IA peut donner un coup de pouce, donc on n'est pas non plus obligé de se soumettre à une IA qui discrimine. Et puis on pourrait aussi travailler au nombre de femmes dans les métiers du numérique. Alors je suis en sciences de l'éducation, je pourrais vous faire une deuxième conférence sur les filles, les sciences, l'école, comment ça se passe, les stéréotypes dans les manuels, chez les enseignants, etc. Si on fait une seule chose, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il y a la moitié d'entre elles qui quittent l'emploi de la tech avant 35 ans, alors qu'elles ne sont que 20% à changer de boulot dans d'autres types d'emplois que la tech. Donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en plus on en perd la moitié. Si on fait une seule chose, mais alors une seule chose, c'est pas un vrai graphique, mais vous allez comprendre l'idée. Dans les métiers du numérique, 82% des personnes n'ont jamais eu de problème de sexisme dans le numérique, et d'ailleurs on ne voit pas pourquoi c'est un souci, et 18% sont des femmes. La première chose à faire, c'est faire des écoles et des entreprises des safe space. Parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire aux femmes, venez, vous allez voir que c'est des métiers super. Si elles savent que quand on est rare et ultra minoritaire, dans une ambiance où on n'est pas ultra vigilant sur les questions de sexisme au quotidien, de propos déplacés, voire de harcèlement sexuel, eh ben, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment pour ces deux conférences. Alors, je donne la parole à la salle pour des questions. Merci beaucoup à tous les deux pour voilà, la réflexion. Tiens, une petite question pour Madame Paul. Si on va dans le métro à Paris, toutes les voies sont masculines. Dans les trains chez nous, pareil. Les noms des rues. Voilà. Je veux dire, les noms des rues, oui, on est dans un monde. Moi, je dis toujours qu'on est dans un monde où les femmes vivent. Imaginez un monde, en fait, il faut dire ça aux hommes. Imaginez un monde où la plupart des chefs d'État, des chefs religieux, des responsables qui s'occupent du maintien de l'ordre, des têtes d'affiche dans les médias et des chefs en général, depuis Dieu au Père Noël, sont tous d'un autre sexe que vous. Bon, ben ça, c'est le monde quotidien des femmes. Compliqué de se projeter dans ces places de pouvoir quand tout l'espace des places de pouvoir est pratiquement occupé que par des hommes. Alors là-dessus, on me dit « Ah non, mais il y a des femmes. » Ah ouais, quand on peut les compter, c'est mauvais signe. Ah, il y a elle, ah oui, dans les sciences, c'est Marie Curie. Et... Voilà, quand on peut compter, c'est mauvais signe. Moi, j'aurais une question pour Isabelle Frémont. C'est par rapport à quand on a quelqu'un en face de nous qui nous dit qu'il croit à la méritocratie et qu'effectivement, s'il n'y a pas de femmes, c'est dû à la méritocratie et qu'elles n'ont pas fait leur preuve. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Alors, ça, c'est vrai que c'est une croyance assez répandue. Bon, ben, si ces personnes croient à la méritocratie et que cette croyance se traduit dans les faits, ça veut dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. En général, les gens, ils ne sont pas prêts à aller juste là. Ah, bah, s'ils sont prêts à aller juste là, on laisse tomber, on ne pourra pas sauver tout le monde. Hein. Voilà. Alors, si ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de quoi? Elles en veulent moins, elles ont moins envie. Alors parfois on vous dit, elles sont bien plus intelligentes que nous parce qu'elles préfèrent s'occuper des enfants. Bah, laissez-nous choisir où on a envie d'être intelligente et comme on veut. On peut aligner un certain nombre de ce qui est le mérite. Après, il faut juste comprendre qu'on se bat, qu'on a du mérite à l'intérieur de sa classe. L'exemple que je donne à mes étudiants pour qu'ils comprennent la méritocratie, je leur explique quand j'ai essayé de trouver un appartement à Genève.
C'est un traumatisme, essayer de trouver un appartement à Genève, tout le monde sait que c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai laissé tomber, et je me suis trouvé un appartement en France voisine. En un mois, j'avais un appartement. Est-ce que c'est grâce à mes compétences en recherche d'appartement? Non, c'est parce que je suis une femme blanche, professeure d'université, dans un pays qui va probablement pas faire faillite demain, la Suisse. Et donc, pour un loueur, un propriétaire, j'étais ultra sexy. Alors que si j'avais été un jeune homme noir en CDD, j'aurais été moins sexy, ça c'est sûr. C'est pas grâce à ma compétence intrinsèque que j'ai réussi à trouver cet appartement. Certes, j'ai mis les moyens pour le trouver, mais j'ai bénéficié aussi d'autres choses. Bon, la méritocratie, on l'a à travers les mêmes groupes que soi. Je suis professeur d'université, ok, par rapport aux hommes, je me suis bien battue. Par rapport à des femmes noires de milieux socio-professionnels défavorisés, je ne suis pas si méritante que ça, quoi. Il faut mesurer la méritocratie à l'intérieur de son groupe. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas méritants d'arriver là où ils sont arrivés. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas battus contre tout le monde. Alors c'est vrai que quand on explique aux gens que peut-être si votre école ou votre entreprise devient plus équitable, elle ne vous aurait pas choisi. Ça met un certain malaise. Quand je vais dans les écoles d'informatique et ce que je dis, bon, puisqu'il n'y a pas de cerveau rose et pas de cerveau bleu, et qu'il y a 90% d'un sexe pour 10 de l'autre, si le jeu était équitable, on serait bon an mal an autour des 50-50, c'est qui les 40% qui sont là grâce à une discrimination continue, positive, en leur faveur, en tant qu'homme, en tant que personne de milieu socio-professionnel favorisé, ou en tant que personne blanche. Bon, ça ne met pas très à l'aise de se dire qu'avec un jeu égal, on n'aurait pas été choisi. Ces gens-là ont envie de croire à la méritocratie qui les a distingués, eux. À force, je pense qu'ils réfléchissent. Je peux porter quelque chose. Il y a un philosophe aux États-Unis qui dit que la méritocratie, en théorie, c'est l'aspiration à l'égalité, et en pratique, c'est la justification de l'inégalité. Si on commence par ce type de phrase, c'est difficile d'arriver à un argument contre ça. Parce qu'on a grandi avec l'aspiration de travailler dur, d'imaginer que si on travaille dur, on va arriver. Mais c'est comme la présentation que je viens de dire, on sépare l'écosystème de la personne. Et personne n'arrive sans l'écosystème. C'est-à-dire sans la famille, sans les amis, sans les privilèges économiques qui viennent de la famille des générations. Mais la fausse idée de la méritocratie, c'est que c'est tout qui arrive, c'est par rapport au travail de l'individu, pas par rapport à tout l'écosystème qui a créé la situation, les antécédents, l'histoire, le support qui permet à l'individu d'arriver. Mais une fois que la personne arrive, on lui dit tout que tu peux achever maintenant, c'est à toi. Donc, tu dois être fier d'être là, tu dois être fier de ton salaire de, je ne sais pas, de 1 million de francs. Et c'est bien d'avoir ça. Et je pense que c'est bien pour sa personne, mais pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à ça, on dit aussi de manière explicite ou implicite, c'est ton faute. C'est à toi de n'être capable d'arriver. Donc, la théorie, c'est que la méritocratie, c'est l'aspiration à l'égalité, parce que tout le monde travaille dur, tout le monde va arriver. Mais, en fait, c'est la justification de l'inégalité. Parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui est devenu riche, qui a beaucoup de succès, de dire, ce n'était pas jusqu'à toi. Il y avait beaucoup de choses qui t'avaient d'avant et maintenant, qui te permet à toi et à ta famille de continuer à être dans cette situation de succès. Une question. Vous avez parlé de différents biais et on voit à quel point c'est compliqué. Je veux dire, d'essayer de les éliminer, de les contourner, de les identifier. On voit qu'il y a des progrès constants qui sont faits. L'alignement des IA, l'entraînement et tout ça. Moi, ce qui me frappe, j'ai fait pas mal de tests avec les étudiants et tout ça, mais c'est qu'il y a certaines valeurs qui apparaissent. Et ça va frapper à un moment donné. Alors Elon Musk, je ne pense pas que ce soit une référence, mais il a dit, il a critiqué OpenAI en disant il est beaucoup trop woke. Et la question que je me pose, c'est est-ce que,
Et j'ai écouté un entretien du CEO de OpenAI qui disait il faut qu'on se mette d'accord sur quelles sont les valeurs communes que nous avons qui serviront de base à l'alignement et l'entraînement des intelligences artificielles. Est-ce qu'un danger, c'est qu'il y a des formes de polarisation, c'est qu'on choisira des intelligences artificielles en fonction de ces valeurs spécifiques, de ces a priori? Est-ce que les culture wars dont on parle dans le paysage, notamment nord-américain, est-ce qu'elles peuvent avoir une traduction dans l'intelligence artificielle? On va s'y mettre à deux. Moi, on verra. Mais pour l'instant, le problème que je vois le plus immédiat, c'est par exemple, les textes qui sont donnés à manger aux intelligences artificielles sont les textes tombés dans le domaine public. C'est-à-dire avant 1950, ils ne sont pas woke. Hein. Alors, pas du tout. Hein. Voilà. Bien sûr, on peut polariser. Données d'entraînement, etc., on peut polariser. Qui a le pouvoir, et c'est ce que tu disais à la fin de ta présentation, qui a le pouvoir, qui a la puissance de calcul, parce qu'une intelligence artificielle, ça marche si on a énormément de données, énormément de calculs. Qui a ce pouvoir-là? Pour l'instant, je n'ai pas complètement le sentiment que la morale ou l'éthique soit le guide, plutôt vendre des données, revendre des données, produire des données, et je n'ai pas non plus, pour l'instant, les correctifs qu'on voit appliqués, les correctifs dits woke, alors c'est pratique, hein, quand on a dit woke, tout le monde met la tête dans le sable en disant « Ouh, c'est affreux, on va tous être discriminés ». Les correctifs appliqués, par exemple, il y a une contestation chez Facebook, on ne pouvait pas ouvrir de page avec le mot lesbienne en titre de page. Pourquoi? Parce que Facebook supposait que quand on utilisait lesbienne, ça voulait dire qu'on voulait mobiliser de la pornographie entre femmes à destination des hommes hétéros. Les personnes lesbiennes ont protesté en disant qu'elles ne pouvaient donc même plus utiliser le terme qui les définissait parce que le prisme automatique était le prisme des hommes hétéros. Il y a eu un correctif parce que ça a fait un bad buzz. Le temps qu'on ait passé tous les correctifs, je ne sais pas, le monde aura tellement changé, on ne se posera plus les questions pareilles. Je dirais que le technologiste dans cette grande entreprise ont tendance à penser que la loi ne s'applique pas à eux, que ce qu'il fait est très spécial, très unique, que le monde ne correspond pas à sa création. Donc il y a vraiment ce discours d'être unique. Donc ta question, c'est un peu ça. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle démocratie. Tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a un processus pour défendre tes idées, combattre tes idées avec des autres citoyens, et finalement, un certain consensus va arriver. Je ne vois pas pourquoi, si OpenAI veut vraiment appeler à valeur, il ne s'engage pas dans un processus démocratique. La question de voir le CEO de OpenAI en face du législateur américain, pour moi, c'est le meilleur acte de promotion de l'intelligence artificielle depuis des décennies, peut-être. Cette histoire de dire, s'il vous plaît, créez la régulation pour nous, parce que si nous ne nous dit pas comment le réguler, l'humanité va disparaître. Donc, la régulation en Europe, il y a déjà des années qui est en train de se développer, d'être dans une situation de combat avec les grandes entreprises, les petites entreprises, les groupes d'intérêt, les autres gouvernements en Europe. C'est un processus long, difficile, comme toutes les choses qui sont importantes dans la vie sont difficiles, mais finalement, on va avoir une régulation européenne peut-être cette année. Donc, monsieur OpenAI fait beaucoup de PR, mais finalement, on verra qu'est-ce qui se passe quand la régulation européenne arrive. Parce que ça, c'est des valeurs, c'est des règles, c'est pour de vrai. On arrive au terme du temps, mais je ne peux pas. C'est une question encore. Oui, encore deux questions. Si possible, rapide, les questions. Oui, ce sera très rapide. C'est un lien un peu. Je peux en parler absolument, Michel. En fait, on est venu à plusieurs. On est un petit groupe d'une école de programmation informatique. On a décidé récemment de créer, surtout grâce à Michel, un collectif qu'on a nommé Include. On essaye de créer un safe space en fait pour les femmes dans ce milieu parce qu'on n'est pas beaucoup, hein, on va se sentir.
Et du coup, ma question, elle est qu'est-ce qu'on pourrait dire pour rassurer ces messieurs? Car ils se posent plein de questions et on ne sait pas trop comment leur répondre précisément. Et voilà, c'est ça ma question. Et donc, il faut que je fasse une réponse courte, c'est ça? Alors, je vais essayer de faire deux réponses courtes. La première réponse, c'est des étudiantes en informatique de l'EPIA qui m'ont raconté ça. Donc, pareil, elles sont 2 sur 40. Hein. Et ce qu'elles expliquent, c'est que, bon, on va dire sur les 35 mecs qui sont avec elles, il y en a 30, ils sont sympas. Ils sont plutôt cool. Ils regrettent qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes. Ils se disent, ouais, c'est les stéréotypes, ça vient d'il y a longtemps, nous, on n'y est plus pour rien. C'est dommage qu'il y en ait si peu. Voilà. Ils ne voient pas que c'est un système, ils ne voient pas vraiment leur implication. Eux, ils ne sont pas méchants, ils ne voient pas le problème. Puis il y en a 5 qui sont franchement toxiques. Éventuellement, ils les rappellent à l'ordre quand vraiment ils débordent. Mais ces 5-là, ils ont que ces 2 filles à emmerder temps plein. Donc forcément, ils sont très très toxiques, même s'ils sont ultra minoritaires par rapport au groupe des mecs. Et puis sur ces 30 sympas, imaginez que chacun d'entre eux fasse une blague sexiste par mois. Hein. Qui ne fait pas une blague sexiste par mois? Bon, bah, comme elles sont 2, pareil, c'est temps plein. Voilà. Donc évidemment, ils n'ont pas à porter la responsabilité en tant qu'hommes des 5 toxiques. Par contre, ils ont une responsabilité de participer à la construction du safe space. Et que, par la disproportion terrible, ces filles, elles me racontent que quand elles vont à l'école, elles réfléchissent à comment elles s'habillent. Ce ne sera jamais indifférent. Soit elles s'habillent invisibles, soit elles ne s'habillent pas invisibles et leur journée va être spéciale. Pas forcément hostile, hein, mais elles n'ont pas le droit à l'indifférence parce qu'elles sont 2. Bon, eh bien, ces mecs-là, c'est quelque chose qu'ils ne vivent pas. Et je vais prendre un exemple qu'a raconté Sophie Vigé, qui dirige les écoles 42, dont l'école Paris. Elle avait organisé des thés genre pour discuter des questions de genre avec les filles de l'école uniquement. Les mecs ont dit « Oh, eh ben, pourquoi pas nous, c'est discriminant, pourquoi pas nous ?» Elle ne s'est pas démontée. Elle a organisé des thés genre pour les mecs uniquement. Et elle leur a dit « C'est quoi votre problème, vous, en tant qu'homme en informatique ?» Ben, on n'en a pas. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on vous a pas invité. Voilà. Alors, c'est pas vrai. Ils ont quelque chose à dire. Ils ont à se demander pourquoi les filles, quand elles sont si rares, se sentent mal, alors que les mecs qui sont hyper rares en sage-femme ou en infirmière, ils sentent pas mal du tout. Ensuite, ils montent sur l'escalator de verre, des fois, ils deviennent chefs d'équipe. Ça, c'est des questions que les hommes peuvent se poser. Non pas en se flagellant et en s'auto-accusant d'être des affreux, ça sert à rien, c'est stérile et c'est pas là le sujet. Mais de voir comment ils peuvent être des alliés. C'est peut-être ça qu'on peut leur raconter. Alors, vous avez mentionné que la quantité de data, elle est très importante par rapport à la performance d'un algorithme. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la Chine? Parce que, bon, notamment parce qu'il y a une très grande population, 1, mais 2, qui a moins de régulation, donc ils ont beaucoup moins de scrupules à aller récupérer des quantités de data impressionnantes. Et toutes ces régulations que vous avez mentionnées, ça concerne plutôt la partie occidentale. Et qu'est-ce qu'on fait pour se protéger, entre guillemets, des algorithmes qui viennent de cette partie? Donc, la Chine, en fait, a un document de régulation très similaire à l'AI Act européen. Mais la question, c'est qu'il y a le gouvernement qui est en top de tout. Sa régulation est tout encore. Si votre préoccupation, c'est TikTok, par exemple, je pense qu'on peut voir des cas un peu étranges. Par exemple, maintenant, il y a un État aux États-Unis, je pense à Montana, qui vient de bannir TikTok. Et j'ai lu aujourd'hui au journal que TikTok a demandé l'État de Montana. Donc c'est devenu un processus légal qui va coster beaucoup d'argent pour les citoyens qui payent d'impôts et tout ça. Donc je pense que ça, ce n'est pas vraiment une solution. La régulation européenne par rapport à AI, comme j'avais dit, ça va être appliqué à tous les services, dans tous les aspects d'industrie en Europe, même TikTok. Donc, réguler à ce niveau-là, à un niveau général,
c'est pour moi la meilleure manière de travailler sur une industrie qu'on pourrait penser toxique, comme l'énergie nucléaire par exemple. Il faut avoir de législation générale qui peut être appliquée à tous niveaux, même si c'est difficile de trouver une solution, mais si c'est difficile de faire du tracking de ça, il faut le faire. Merci beaucoup. Alors, on arrive au terme à la fois de cette session. Donc, je remercie encore les deux personnes que nous avons eu le plaisir d'accueillir pour, j'allais dire, cette réflexion qui va nous accompagner, je pense, pour les années à venir, en fait, c'est ça aussi. Donc, merci encore à vous.